Alors la guerre sous-marine, comme vous l'avez certainement remarqué ce matin, dans l'ordre du Kaiser que je vous ai lu du 30 juillet 1914, avant même que la guerre soit déclarée, la guerre au commerce par sous-marin n'était pas envisagée. Pourquoi n'était-elle pas envisagée? Eh bien parce qu'à l'époque, personne encore dans la marine allemande ne pensait sérieusement à utiliser les sous-marins par une guerre au commerce. Alors comment l'idée va-t-elle venir aux Allemands? Eh bien ce sont les Anglais qui vont leur en donner l'idée. Comment? Eh bien je vous expliquerai ça demain, parce que ça, ce sont l'histoire des mines, des zones minées britanniques, de l'établissement d'une zone de blocus, etc. C'est du machin international. Je vous expliquerai ça demain, donc je ne vous en parle pas maintenant. Mais en fait, les mesures britanniques, ça revenait à quoi? C'était à couper toutes les relations commerciales allemandes en mer du Nord et bien entendu dans la Manche. Les Allemands ont compris très vite que toutes statistiques mises à part, ils allaient crever de faim. D'ailleurs, quand on regarde toutes les études là-dessus, le mot qui revient le plus souvent dans ces écrits, c'est le mot de Hunger blockade, le blocus de la faim. Alors très vite, ils vont comprendre que l'Allemagne est en danger, et en danger de mort. Alors, assez curieusement, d'ailleurs, l'opinion publique va se mêler de la chose. La guerre sous-marine, elle va d'abord être demandée par l'opinion publique. L'opinion publique n'avait pas demandé spécialement la guerre, ni telle forme de guerre, ou tel renforcement, etc. Tandis que la guerre sous-marine, ça va être un débat qui va être sur la place publique. Les gens qui sont capables, mais oui, qu'est-ce qu'on attend pour déclencher la guerre sous-marine contre l'Angleterre et leur rendre ce qu'ils nous ont fait? Mais il va falloir tout de même attendre le mois de février 1915, pour que les instances de décision allemandes déclenchent cette guerre. Alors, instance de commandement. C'est important de savoir que lorsque la guerre se déclarée en 1914, l'instance de commandement de la marine est éclatée. Éclatée pourquoi? Il n'y a pas de commandant en chef de la marine. Il n'y a pas de commandant en chef de la marine. C'est le Kaiser qui est le chef suprême et qui tient absolument à ce titre. Et en dessous, il n'y a rien. Il n'y a rien, pourquoi? Parce qu'en 1897, l'amiral Tirpitz, pour pouvoir construire tranquillement les bâtiments qu'il avait dans la tête, a fait supprimer par l'empereur cette structure de commandement. Alors qu'est-ce qui reste? Il y a un amiral qui commande les forts de haute mer. Comme par hasard, on lui a donné les sous-marins. Les flotten, on les appelle les flotten-U-Boot. Donc les sous-marins, en fait, ils sont avec la flotte de haute mer. Ils ne sont pas du tout disposés pour faire des blocus, des choses comme ça. Et leurs premières actions, d'ailleurs, dans les premiers mois, ce sont des opérations mer du Nord. Ils montent même jusqu'à Scapa Flow pour ne rien découvrir. Une capacité totale de découvrir au moins les grands bâtiments de surface. Il y a un état-major qu'on appelle l'Admiralstab, qui est l'état-major de la marine, qui discute des plans d'opération mais qui n'a aucune autorité. Il y a le ministre secrétaire d'État à la marine, Tirpitz, que l'on considère trop souvent comme le chef de la marine mais qui ne commande qui n'a rigoureusement aucune autorité en temps de guerre. Simplement on lui demande son avis, encore pas jusqu'au bout. Il y a le Kaiser. Comme surtout une affaire comme la guerre sous-marine, c'est une décision politique, il y a bien entendu le chancelier, qui va toujours se faire accompagner d'un représentant des affaires étrangères. Autrement dit, chaque fois qu'il y a une décision, on réunit autour de la table 6 personnes qui se jalousent, qui se détestent, et qui vont tout de même devoir élaborer une décision en commun. Et c'est ce qui va se passer à chacune des phases des différentes phases que je vais maintenant vous expliquer. Je vous épargnerai pour chaque phase les discussions, parce que pour chaque phase, il y a eu une discussion. Le chancelier n'était pas d'accord avec le chef d'état-major, qui n'était pas d'accord avec le commandant de la marine, qui n'était pas... Alors je dois rajouter aussi, bien sûr, intervention du chef d'état-major des armées, parce qu'au début, Falkenhayn va dire non, pas de guerre sous-marine, parce qu'on va avoir les États-Unis sur le dos. Et puis après ça, il dira ah Massy, il nous faut absolument la guerre sous-marine, parce que vous savez, Verdun, ça ne marche pas tout à fait comme on voudrait que ça marche, hein, etc., etc. Donc là aussi, et enfin, finalement, en 17 aussi,
l'équipe Hindenburg-Ludendorff va demander sur l'ère des lampions le déclenchement de la guerre sous-marine, parce que pour eux, évidemment, ils ont compris depuis longtemps qu'il n'y aura pas, s'il y a une décision, s'il peut y avoir une décision, ce ne sera pas forcément une décision en faveur de l'Allemagne. Donc on attend à ce moment-là de la guerre sous-marine, finalement, ce que, bien entendu, elle ne va pas pouvoir donner. Voilà, donc je voulais vous dire, vous laisser entendre, si vous voulez, ce que pouvait être à chaque fois la difficulté du choix et de la prise de décision par les autorités. Je vous parlerai des opérations sur à terre, tout le monde sait que le haut grand état-major, Falconen, puis après ça, l'équipe Hindenburg, tout cela décidé. Et décidé pratiquement sans demander mon avis à personne. Tandis que là, chaque phase, chaque nouvelle machin est fait l'objet de discussions difficiles. Alors, première phase, difficulté, on veut faire la guerre proprement. Donc, ordre de prise, ça veut dire on arraisonne le bateau, on va voir à bord, on doit faire évacuer l'équipage, on s'assure que les embarcations sont solides, qu'il y a de quoi bouffer dedans, on les met sur la bonne route, etc. Ce sont des prescriptions qui remontent, si je puis dire, au siècle dernier, et qui sont bien entendu tout à fait inadaptées à la guerre sous-marine. Mais on le fait. Alors il y a le problème des neutres. Sur mer, les bateaux, il y a les ennemis, il y a les pas ennemis, il y a ceux de neutres, il y a les neutres favorables, il y a les neutres pas favorables, il y a les neutres vraiment sensibles, comme les États-Unis. Comment reconnaître tout ça? Surtout quand on est à 2 mètres d'immersion avec simplement un tube, avec un petit machin optique qui dépasse, pas évident. Les problèmes qui se posent pour les... Alors, les Anglais, évidemment, réagissent très vite, c'est-à-dire que pavillon neutre, les bâtiments anglais n'ont aucun scrupule à embarquer des pavillons neutres. Quand on dit oui, mais alors marque de coque, bâtiment neutre, les bâtiments anglais se couvriront également de marques de coque, mais tout ça, ce sont des choses que le commandant sous-marin, le responsable, j'allais dire un gamin de 25-30 ans, doit intégrer avant de savoir s'il envoie sa torpille ou s'il n'envoie pas. Alors, on envoie d'abord, évidemment, on donne l'ordre. C'est comme ça qu'arrive l'affaire du Lusitania. L'affaire du Lusitania, elle est connue. C'est la première affaire le 7 mars 1915. Je ne vais pas vous la raconter en détail, je vais simplement vous dire une chose. Imaginez que vous êtes aux États-Unis. Vous voulez aller faire une petite visite en Irlande. Et il y a le Lusitania, et on vous dit avant d'embarquer, oui, alors mais attention, hein, vous êtes quand même au-dessus de 5000 caisses de munitions. Le bâtiment va entrer dans le canal de Berry avant d'arriver au port, va rentrer dans le canal de Bristol, où il y a un méchant con de commandant de sous-marin qui vient de couler 4 bateaux. L'amirauté le savait d'autant plus que les communications étaient décryptées et que donc il recevait même les comptes rendus quotidiens du commandant de sous-marin, de sa position, tout. Donc ils étaient parfaitement au courant de la situation. Il y avait 3 destroyers qui sont apportés, mais on ne les fera pas appareiller. Et néanmoins, vous partez. Vous croyez que vous partiriez dans ces conditions-là. Voilà, en fait, ce qui s'est passé pour le Lusitania. Vous comprenez qu'après ça, les histoires de nœuds, de savoir si les victimes sont américaines ou pas américaines. J'ai rien contre les Américains, mais le problème, finalement, c'est pourquoi avoir envoyé ce bâtiment, ce paquebot dans ces conditions-là. Il n'empêche que l'opinion publique internationale est immédiatement, et dans sa quasi-totalité, contre l'Allemagne. Le Lusitania est un acte de barbarie, et on ne sortira pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sortira pas de cette ambiance d'acte de barbarie commise par les commandants de sous-marins. Alors, réaction de l'état-major, tout le machin qui se réunit, ordre d'épargner les neutres, comment on les reconnaît, les grands paquebots. Ça se calme, mais en août 1915, il y a un deuxième incident avec le paquebot arabique. Alors là aussi, on décide d'arrêter la guerre sous-marine à l'ouest des îles britanniques, avec le raisonnement, oui, finalement, les Américains, ils arrivent quand même des États-Unis. Hein. En Méditerranée, il n'y en a pas beaucoup. Donc on continue la guerre en Méditerranée. Voilà, si vous voulez, les principes sur lesquels la stratégie se développe. Au mois d'août, quand même, il y a 30 bâtiments coulés, 30 bâtiments coulés, 180 000 BRT envoyés par le fond. Donc quand même, la guerre sous-marine commence à avoir un certain résultat.
Falkenhayn, lui, le chef d'état-major, demande lui la guerre à outrance parce que, bien sûr, il commence à se rendre compte que les opérations internes ne sont pas tout à fait ce que l'on voudrait. Alors la deuxième phase commence en 16, à ce moment-là, il y a 51, ce que les Allemands appellent front ou boat, c'est-à-dire les sous-marins qui sont effectivement capables d'être engagés sur le terrain d'opération. On déclare une guerre sous-marine renforcée, enfin c'est par contre, on ne sait pas très bien, dans les navires armés dans la zone de guerre, à l'exception toujours des paquebots. Il ne faut pas risquer. Bon, ça ne rate pas, le 24 janvier 1916, troisième bavure, on dirait maintenant, le paquebot français Sussex, avec des victimes US que faisaient les Américains sur un bâtiment français. Non, n'importe quoi. Bon, mais lui aussi, hein, je ne sais pas comment encore des bâtiments paquebots et des passagers se promenaient sur la mer. Menace USA de rupture, parce que chaque fois, bien sûr, il y a non seulement une diatribe dans la presse, extrêmement dans la presse, quand je parle de presse, je parle de la presse internationale, bien sûr, des diatribes extrêmement virulentes, mais il y a surtout aussi des protestations virulentes des échanges des différents pays, notamment des États-Unis, avec des échanges de notes, c'est des kilomètres, des pages de notes qui sont échangées. Alors à ce moment-là, on décide pratiquement de l'arrêt de la guerre sous-marine à l'ouest des îles britanniques, et c'est à ce moment-là que le commandant de la flotte décide de récupérer ses sous-marins pour les utiliser dans le combat de surface. Le commandant des Flandres fait la même chose. On arrive pratiquement à une espèce d'arrêt de la guerre sous-marine, et c'est cet arrêt de la guerre, enfin cette suspension de la guerre sous-marine qui va d'ailleurs déboucher tout à fait. C'est pas par hasard, mais il y a quand même un enchaînement. Mais enfin, c'était pas prévu à l'origine par la bataille du Jutland. Parce que Scheer, l'amiral Scheer, commandant de la flotte, récupérant ses sous-marins, monte toute une opération. Il déploie 16 ou 17 sous-marins devant les ports anglais, et puis lance une opération, enfin prépare une opération en espérant justement que la flotte britannique se fasse écharper à la sortie des ports. Je précise que les sous-marins ne peuvent pas voir quant à la bataille du Jutland, mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne les sous-marins, c'était le fiasco complet. La flotte britannique a appareillé presque à la totalité de ces ports sans que les sous-marins n'aperçoivent un seul bâtiment de surface britannique. Et donc l'efficacité du sous-marin dans la guerre en force de surface. Je reviens à la guerre sous-marine. Le bilan se traduit tout de même par 35 sous-marins qui sont perdus. Et là, on aborde la troisième phase d'octobre à janvier 17. Alors, cette phase, octobre, 1916, janvier 17, c'est une phase qui actuellement a retenu particulièrement l'attention, notamment des historiens allemands, parce qu'on s'est aperçu finalement, quand on regarde les pertes en détail, que la guerre sous-marine, j'allais dire non illimitée, enfin en utilisant la règle de l'ordre de prise, eh bien en fin de compte, ça a fonctionné pas mal du tout. Et qu'en fin de compte, toutes les décisions qui ont été prises de limitation de la guerre sous-marine de la part du commandement, enfin du haut commandement allemand, ont été des erreurs, parce qu'on avait évidemment diminué d'autant les pertes des bâtiments britanniques. La guerre sous-marine, si on voulait l'étudier de façon complète, il faudrait lier ça, mais je ne vais pas j'attends parce que là, on risquerait de plus d'en sortir, avec les problèmes de négociation de paix, parce que c'est non seulement lié aux problèmes d'offensive terrestre qui ne marchent pas, mais il y a également les offres de paix qui sont lancées. Tu ne veux pas t'arrêter, tu ne veux pas la paix, bon, je reprends la guerre sous-marine. Ah, tu montres des dispositions favorables, bon, on va mettre la pédale douce sur la guerre sous-marine. C'est pour ça qu'il est toujours assez difficile de déterminer à partir de quel moment on a mis vraiment l'accent sur la guerre et ceux auxquels, par contre, on a fait grève davantage de négociations. Alors, nous arrivons, ça finalement, à la dernière phase. La dernière phase, c'est, là, il faut lier ça, bien entendu, à l'échec
de toutes les offensives sur le front terrestre, mais à l'échec aussi des différentes négociations de paix, les offres de paix proposées, rejetées, etc., etc. Il y a engendré à la fin de l'année 1917, à la fin de l'année 1916, une pression très forte sur le commandement. Et quand je dis le commandement, c'est tout l'aéropage que je vous ai décrit tout à l'heure. Oui, je m'excuse, c'est peut-être moi qui ai fait ce non. Très forte pour déclencher la guerre à outrance. Alors la guerre à outrance, ça dit bien son nom, c'est-à-dire je torpille tout ce que je vois. Voilà. Sans se préoccuper de savoir si c'est ami, ennemi, il n'y a qu'à pas se trouver là. Alors la guerre à outrance, on voit effectivement le pic, la courbe qui coisque non ascendam, ça va jusqu'au ciel. Si on regarde bien, mais malheureusement vous peut-être sur ce schéma vous ne pouvez pas le voir, si on regarde quand même la courbe à gauche de la pointe extrême, on s'aperçoit tout de même que ça a commencé à grimper avant la guerre à outrance. Et pourquoi? Parce que, c'est ce que je vous dis, finalement la guerre pas à outrance, si je puis dire, eh ben, ça marche pas si mal, ça marche pas si mal que ça. On dit que peut-être voilà, c'est toute cette machin qui est. Voilà. Alors la guerre à outrance, il y a évidemment un saut considérable, mais également assez vite, et très vite même, je dirais, hein, c'est ça qui, je crois, qui est caractéristique et qui fait l'intérêt de cette courbe. Très vite, ça dégringole. Pourquoi? Parce que justement, les convois, l'organisation. Aussi, une chose que je ne vous ai pas dit, mais les Allemands, ils ont commencé avec une vingtaine de sous-marins, dont simplement 13 ou 14 qui étaient des sous-marins diesel. Ils en ont construit, ils ont lancé des plans, mais ils ont lancé des plans finalement trop tard et pas assez. Donc en fait, jamais ils ne vont dépasser vraiment le nombre, quantité, je crois que c'est, disons que 200, quand il y avait 200 sous-marins à la mer, et 200 sous-marins à la mer, c'est pas beaucoup, parce que 200 sous-marins à la mer, ça veut dire 60 au mouillage en train de se réparer, 60 autres en train en transit, et le tiers, c'est l'histoire des petits tiers, des gros tiers, des machins, qui est effectivement opérationnel. Donc ce sont des nombres insuffisants pour arriver à des résultats. Donc la guerre sous-marine va diminuer très rapidement. Je ne chercherai pas à régler la question de savoir si est-ce que ça a ou non déclenché réellement l'intervention des États-Unis. C'est des problèmes complexes parce qu'il n'y avait pas simplement que la guerre sous-marine. Il est certain que ça a joué un rôle, mais il y a tout de même eu un décalage entre le déclenchement de la guerre sous-marine et l'entrée en guerre des États-Unis. Ça veut dire tout de même que ça n'a pas été, que là aussi aux États-Unis, ça fait l'objet d'une discussion. Il faudrait, là, pour répondre à la question, examiner exactement quels ont été tous les éléments de prise de décision aux États-Unis, et ce n'est pas le lieu ici de le faire. Voilà, quelques chiffres que je vais vous donner. Avril 1917, ouais, c'est la pointe. 458 bâtiments, 840 000 BRT. Il est certain que si on avait continué à ce rythme-là, ça aurait posé des problèmes. Par contre, au mois d'octobre, on redégringole à 65 bâtiments, 450 000 BRT. Je suis à peu près en accord avec mon voisin de gauche, je ne suis pas obligé, c'est quand même un professeur d'université, je ne peux pas dire le contraire de ce qu'il vient de dire, je ne pense pas qu'il y ait une très grosse différence. Ce qui est intéressant de savoir, c'est tout de même que dans la guerre 14-18, les Allemands ont utilisé 255 sous-marins, qui n'est pas beaucoup, 255 sous-marins, dont 200, et même 217 si on considère simplement ceux qui ont été engagés dans la guerre au commerce. Et ils ont coulé 9 millions de BRT, je crois que ce sont vos chiffres, mon cher professeur, on ne passe pas trop. Bon, et je vais donc pouvoir en rester là. Alors vous avez les différentes pertes par mine, abordage. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de raisons quand même. Il y avait pas mal de raisons de disparaître. Mine 54. Oui. Ah oui, voilà tout, mine, il y a énormément de pertes. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup, commandant. C'est parfait en gestion du temps et en contenu, bien entendu.
Trois petites remarques avant de passer la parole à Hubert Hayes. On aurait tort d'oublier un argument absolument essentiel en ce qui concerne la production d'aciers spéciaux. Parce que les Allemands font le choix du sous-marin. Le commandant Brézé nous a rapporté combien ce choix pouvait être finalement assez douteux. Mais je vous rappelle que, contrairement à une légende, ces constructions de sous-marins, c'est ce qui va concrètement empêcher les Allemands de construire des tanks, des chars de combat. Parce que, contrairement à ce que l'on dit, ils n'ont pas fait l'impasse sur les chars, il fallait qu'ils fassent des choix. J'ai tant de tonnes d'aciers spéciaux, qu'est-ce que j'en fais? Sous-marin ou char? Et donc ça, c'est capital, hein, parce que, vous voyez, les choix stratégiques se révèlent pour le moins douteux. Hein. Deuxième réflexion qui servira peut-être dans la discussion de tout à l'heure, à propos de l'entrée en guerre des États-Unis. Alors c'est vrai que c'est la tarte à la crème, si vous me permettez l'expression, parce que les causalités de l'entrée en guerre sont multiples et variées, mais j'aime quand même à répéter un argument qui me semble absolument déterminant. Dès 1915, et je dis bien 1915, dès l'année 1915, c'est-à-dire 2 ans avant l'entrée en guerre des États-Unis, les banques états-uniennes ont fait leur choix, très clairement. C'est-à-dire qu'elles cessent de prêter de l'argent aux empires centraux, à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Et elles ne prêtent pratiquement plus, elles ne prêtent plus que aux alliés franco-anglais. Donc ça signifie que dès 1915, si l'opinion publique états-unienne, et je suis d'accord avec vous, commandant, est en faveur de la paix, mais les banques, elles ont fait le choix. C'est très clair. Et ça nous amène au décalage entre la décision d'entrer en guerre et la décision, je dirais, privée et discrète d'entrer en guerre et la décision publique. Effectivement, les opinions américaines sont en faveur de la paix, d'une part parce qu'il y a une énorme communauté allemande aux États-Unis, il y a une énorme, encore plus, communauté irlandaise hostile à l'Angleterre, ne l'oublions pas. Hein. Et je vous rappelle que novembre 1916, Woodrow Wilson vient d'être réélu, et il est réélu sur quel slogan? He kept us from war. Il nous a préservés de la guerre. C'est-à-dire que toute la thématique de Woodrow Wilson pour sa réélection de novembre 16, ce sont des thématiques pacifistes. Donc bien entendu, il va falloir un minimum de temps pour préparer l'opinion publique à l'entrée en guerre, 4 mois après la réélection de quelqu'un qui se fait réélire sur des thématiques de paix. C'est quand même assez fantastique comme basculement. Hein. Mais il n'empêche que les banques états-uniennes, encore une fois, à mon avis, c'est elles qui mènent le jeu en termes décisionnels réels, et les banques, elles, très clairement, dès 1915, le choix est fait. Ce sera, on refuse de financer les empires centraux.